Donc, pour avoir plus d'analyse, plus d'éclaircissement en ce qui concerne l'évolution de l'économie égyptienne, nous avons actuellement en ligne de NantTV International Dr Passant Fahmy, notre analyste économique, ex-membre très éminent au sein de la commission économique du Parlement égyptien. Vous êtes toujours la bienvenue sur NantTV International. Merci beaucoup, monsieur. Merci pour nous rejoindre à travers la ligne. Et très rapidement, pourquoi le programme de la réforme économique égyptien est devenu un modèle réussi au niveau mondial selon le FMI et à quel point vous trouvez que ce programme de réforme économique a rendu l'économie égyptienne de plus en plus résiliente, de plus en plus solide face aux chocs sanitaires, économiques à l'intérieur et à l'extérieur du pays? Parce que finalement, on a eu une vision claire en ce qui concerne les points forts de l'économie égyptienne. C'est-à-dire, premièrement, nous étions et nous allons continuer à être un pays ou un peuple qui vraiment a dans le domaine de l'ingénierie, que ce soit la construction, l'industrie, depuis les pharaons, depuis qu'on a commencé à, comme on appelle, à construire les pyramides, les belles villes comme Luxor, qui s'était nommée la ville des palais, l'infrastructure, on a été toujours, comme on appelle, le modèle pour le monde entier des ingénieurs en ce qui concerne le domaine de la construction. Deuxièmement, on a eu aussi le domaine de l'industrie. On a toujours, c'est un des premiers pays du monde qui sait qu'est-ce que c'est le coton, comment faire du coton de la textile, comment faire de la textile des habits, etc., etc. Alors, le domaine de la construction, on a été toujours un peuple, je ne veux pas dire un des premiers peuples sur Terre, qui a connu le domaine de l'ingénierie, de la construction dans le monde entier, dans tous les domaines, que ce soit infrastructure, nouvelles villes, pyramides, des temples, comme vous voulez. Deuxièmement, on a été toujours aussi un des premiers peuples du monde qui travaille dans le domaine de l'agriculture et de la pisciculture, c'est-à-dire la stabilité de l'alimentation. Et ça aussi, c'est un domaine très important, très compliqué, et sous lequel nous aurons, et nous voyons maintenant, une longue liste d'industries. Alors ça, c'est le second domaine. Troisième domaine, on a été toujours, comme on appelle, on a eu toujours une armée très forte. Cette armée-là a protégé le pays, mais en même temps, elle a participé dans la construction de l'Égypte depuis 7000 ans. Alors finalement, notre plan a concentré sur ces trois. La construction, et ça c'est une longue liste et un long domaine, que ce soit des nouvelles villes spécialisées, villes technologiques, de l'infrastructure, tout ce que vous voulez. Des routes, des chemins de fer, du gaz, du pétrole, ça c'est l'industrie. Deuxièmement, le domaine de la stabilité aussi alimentaire, que ce soit l'économie verte ou bleue, toutes les industries aussi qui sont basées dessus. Troisièmement, le rôle aussi de l'armée. Non seulement protège le pays, mais il donne toujours un coup de main pour aider le pays à avancer plus vite. Alors finalement, notre plan, qui est le 2030, a concentré sur ces trois domaines, qui sont trois domaines très importants pour le monde entier, très avancés en Égypte, et ils ont été toujours la base de l'économie forte du pays égyptien. Nous avons des points forts, comme on appelle, que ce soit la location, je continue? Je vous écoute. Location géographique, aussi le climat, la population sont des points trop forts pour l'Égypte et ça nous aide à avancer et c'est pour cela que les résultats dont tout le monde en parle, y compris le FMI, sont des résultats très positifs malgré ce qui se passe à cause de Corona sur le monde entier. En fait, fin juin, FMI a dit que les politiques de la Banque centrale égyptienne avaient contribué à stabiliser les taux d'inflation. Donc, pourquoi et comment? C'est ma question. Deuxièmement, il y avait si je peux dire, des remarques, des déclarations faites par exemple par des institutions internationales ou par des responsables égyptiens concernant
le fait que le coronavirus a rendu l'économie égyptienne plus forte? Votre explication? Bon, premièrement, en ce qui concerne l'inflation. L'inflation arrive toujours quand il y a une demande qui est beaucoup plus élevée que les produits qui existent sur le marché. Et parce que notre économie a été développée très positivement, que ce soit surtout l'économie verte et bleue, parce que ce sont des productions où tout le peuple en a besoin. C'est l'alimentation. À cause du degré, comment on appelle, le degré de développement positif dans ces domaines-là, les prix ont diminué. Ils n'ont même pas augmenté, mais en même temps diminué. Et c'est pour cela que l'inflation a diminué. Et le rôle de la Banque centrale ici, c'est qu'il a joué un rôle très important à avancer du financement pour les compagnies, pour qu'ils puissent produire et rendre au marché, non seulement le marché égyptien, mais aussi l'exportation. C'est pour cela qu'on a eu un effet positif sur le niveau des réserves à la Banque centrale. C'est-à-dire le niveau d'exportation aussi a été très élevé. Alors oui, le système ou les policies, comme on appelle, qui a été adapté par la Banque centrale, a aidé à développer localement les industries. C'est pour cela que nous avions un développement assez élevé du GDP et en même temps l'exportation. C'est pour cela que l'inflation a diminué. L'autre question, comment la réforme économique a contribué au développement des capacités de l'Égypte face au coronavirus? Coronavirus, pour nous, honnêtement, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de plans à combattre, mais honnêtement, à cause de notre climat, et je répète, à cause de notre climat, nous avons un climat très agréable, selon lequel on peut travailler en plein air, et je répète, en plein air, 365 jours, jour et nuit, sans être, et avec les précautions bien sûr, sans être enfermé dans des usines, c'est-à-dire l'infrastructure, c'est en plein air. Économie verte et bleue, c'est en plein air. Alors, on peut continuer à travailler, et ça, c'est un cadeau du bon Dieu. On peut continuer à travailler, même avec coronavirus, avec les précautions, mais ça nous aide à avancer durant cette période sans être affecté négativement, comme beaucoup de pays où le climat ne permet pas de travailler en plein air. C'est pour cela que oui, avec les précautions qu'on a eues, on a dépensé beaucoup sur les services de santé, mais en même temps, le climat nous a aidés beaucoup. Aujourd'hui, par exemple, on trouve que nous témoignons de la production du premier lot local de vaccins anti-Covid-19. Et en fait, ce n'est pas seulement le climat, mais il s'avère qu'il y a des efforts de la part de l'État afin de sécuriser les citoyens, sécuriser l'économie nationale. Définitivement, bien sûr. Et c'est pour cela que je dis, à côté du climat, les efforts qui ont été faits aussi ont aidé les Égyptiens à être protégés. Parce que sans protection, c'est difficile. Mais je répète, l'allocation géographique et le climat aussi ont joué un rôle très important. Mais à quel point vous trouvez que le fait de produire sur le terrain égyptien des vaccins représente un point fort pour les Égyptiens, premièrement, pour les citoyens égyptiens, deuxièmement, pour l'économie égyptienne, troisièmement, pour le dopage des exportations pharmaceutiques à l'étranger, notamment vers l'Afrique? Définitivement pour les Égyptiens, premièrement, c'est très important parce que tout le monde doit être vacciné, au moins, c'est-à-dire la majorité. Deuxièmement, pour les régions qui nous entourent, c'est-à-dire on a eu aussi des rencontres avec l'Irak, la Syrie, la Libye, l'Algérie et aussi l'Afrique. On a des efforts très avancés vers l'Afrique aussi. Définitivement, si avec l'industrie de la pharmaceutical industry, le développement de ce vaccin va nous aider à aider ces pays-là pour l'exportation et protéger le peuple égyptien aussi. Parce que la maladie est dangereuse. Si vraiment ça va être vraiment exporté davantage, ça peut être un problème très sérieux, non seulement pour l'Égypte, mais pour les régions aussi qui nous entourent et surtout l'Afrique. Si je peux dire, le coronavirus a relancé un peu plus le processus de la transformation numérique de l'Égypte. Mais c'est pourquoi on trouve qu'il y avait des rapports qui parlent que l'Égypte est le premier pays au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, à accélérer la transformation numérique. Donc, votre commentaire?
Le monde entier a changé, c'est pas seulement l'Afrique. Le monde maintenant, c'est un nouveau monde qui dépend de la transformation numérique et technique. C'est-à-dire, même après Corona, le monde ne va pas revenir comme il était. Comme on appelle, la transformation technologique est très importante. Le monde a changé. Et c'est pour cela que la génération jeune a la chance d'être plus avancée que d'autres générations. Ils sont plus capables d'accepter ce genre de changement et ils sont prêts aussi à l'accepter. Mais je répète, Corona ou sans Corona, le monde a changé. C'est un nouveau monde, c'est un monde comme on appelle technique, électronique et aussi technologique. Les villes sont des villes intelligentes. Plus comme les villes d'avant. C'est-à-dire le monde a changé et nous devons savoir ça, mais je répète, on est prêt à vraiment être inclus dans ce nouveau monde. Et si permettez-moi de vous présenter cette déclaration faite par le ministre des Télécommunications de l'Égypte. Selon lui, l'Égypte est convaincue du potentiel des talents africains dans le domaine des TIC, dans le domaine de la nouvelle technologie d'information. Donc est-ce que nous aspirons à avoir plus de coopération entre les Égyptiens et leurs frères africains dans ce domaine? L'Égypte a été toujours l'entrée vers l'Afrique, toujours depuis les pharaons. On est prêt à aider nos frères les Africains à se développer, même en leur montrant notre expérience. Nous avons une très bonne expérience à raconter à tout le monde, et surtout les pays africains qui nous entourent, et les pays arabes aussi. C'est une expérience qui a été bien vue par le monde entier. Tout le monde a parlé de l'expérience égyptienne. Elle a été très bien développée, très bien appliquée, d'une façon sophistiquée. Et ça avance d'un jour à l'autre. Même comme on appelle les chiffres qu'on s'attendait pour le futur, on les avance. C'est-à-dire, moi, je suis très optimiste que tous les indices qu'on a mis pour le futur vont être au moins doublés. Alors oui, on peut aider nos frères les Africains, on peut les aider en leur transformant notre expérience qui est exceptionnelle et qui a été une bonne histoire à raconter au monde entier. Ça a été bien vu par toutes les institutions internationales. Il s'avère que l'Égypte ne s'intéresse plus ou seulement à ses voisins d'Afrique, à ses voisins qui les entourent, des Arabes par exemple, mais va plus loin que ça. Et c'est pourquoi il essaie en même temps de relancer cette coopération économique entre nous et les autres pays africains. C'est pourquoi on trouve qu'actuellement, il y a la plus grande délégation économique égyptienne qui se trouve en Afrique de l'Ouest, qui se trouve au Sénégal et au Cameroun pour explorer les opportunités d'investissement, les opportunités des échanges commerciaux entre l'Égypte et leurs frères africains de l'Ouest de l'Afrique. Comment vous avez observé cette délégation ou ce qui a été même conclu jusqu'à maintenant sur le terrain? J'admire, mais en même temps, je voudrais ajouter, on a besoin de la technologie avancée. Et la technologie avancée existe dans les mains d'une centaine de compagnies multinationales. On ne peut pas les négliger. On doit avoir toujours une coopération entre ces compagnies-là, les grandes compagnies multinationales, qui possèdent la technologie et les marchés. Je répète ici, et les marchés. Une coopération entre ces compagnies-là, l'Égypte ou l'Afrique avec leurs richesses et d'autres institutions pour le financement peut former, comme on appelle, une coopération très solide pour développer l'Afrique. Mais on ne peut pas travailler en Afrique sans technologie, sans financement. Le financement, il y a la Banque mondiale, la Banque africaine, le FMI et d'autres aussi institutions. La technologie, on sait très bien avec qui elle existe. Les richesses sont les richesses de l'Afrique tout entière. Et moi, je dis toujours, tout le monde doit être gagnant à travers la diplomatie économique et aussi l'économie de développement. L'économie de développement. N'importe quelle économie et n'importe quelle vision doit viser vers le développement économique de ces pays. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Égypte a réalisé un exploit mondial
en incluant l'initiative Vie décente sur les plateformes de l'ONU? Si on ne peut pas offrir une vie acceptable et décente pour le peuple, on ne peut pas attendre de ce peuple un développement économique. Alors, pour vraiment construire l'Égypte, nous avons besoin, premièrement, de construire la jeunesse égyptienne. Et la jeunesse égyptienne, pour être construite, elle doit vivre une vie décente. C'est pour cela que le progrès géant, et je répète géant, que Monsieur le Président a lancé, le développement des 1500 villages pour commencer et des gouvernorats égyptiens, ça c'est la seconde phase du développement des bidonvilles. Si on n'offre pas une vie décente au peuple égyptien, on ne peut pas s'attendre de ce peuple de développer l'économie ou de protéger son pays même. Alors c'est pour cela que tout le monde a signalé que ça c'est un projet extrêmement important pour le développement d'un peuple capable de construire son pays et d'aider aussi les pays de la région d'être développés. On trouve qu'il y a toujours une sorte de coopération, de collaboration industrielle entre l'Égypte d'un côté et l'Irak et la Jordanie d'un autre côté. Et en même temps, on trouve qu'il y a une sorte de coopération entre l'Égypte ou à travers ce partenariat égypto-européen dans le domaine des exportations. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Encore avec, si je peux dire, cette nouvelle, l'Égypte et 129 autres États concluent un accord sur la taxation des multinationales. Premièrement, c'est la coopération régionale. La globalisation a causé beaucoup de problèmes sur le monde entier. Elle a créé la pauvreté, l'inflation, les maladies, l'immigration illégale entre les pays. Maintenant, on travaille sur le système de la régionalisation, c'est-à-dire il y a des régions qui vont travailler ensemble, chacun va participer des points forts qu'il a pour le bien du peuple. Ça, c'est très important, ce grand changement, que ce soit en Égypte et les régions qui les entourent, l'Europe, etc. Ça, c'est un point très important. Et à mon avis personnel, ça, c'est le point qui va changer tout à fait la région, non seulement notre région, mais aussi l'Europe et l'Union européenne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez mentionné quoi? Je m'excuse, je n'ai pas fait attention. Oui, encore une fois, il y a toujours ce partenariat égypto-européen dans le domaine des exportations. Très important. Oui. Vous avez mentionné la taxation. La taxation, oui. Et c'est autre chose, c'est en fait, il y avait un accord entre l'Égypte et 129 autres États sur la taxation des multinationals, multinationales. Ça, c'est un sujet très sensible parce que nous devons savoir que tous les pays ont le droit d'avoir des revenus, que ce soit des taxes ou des commissions, c'est-à-dire la taxation. Ça, c'est un sujet, et je répète, très sensible. On ne peut pas vraiment travailler dans les pays et ne pas payer des taxes. Parce que si on ne paye pas des taxes, qui va dépenser sur le développement de l'infrastructure, comme on appelle, des groupes du peuple qui n'ont pas la possibilité d'avoir un travail acceptable? Alors, à mon avis personnel, question d'élever les taxes tout à fait dans chaque pays. Et je me demande, alors, les pays vont avoir des revenus d'où? Si les taxes vont être tout à fait élevées, alors ce seront les compagnies qui vont honnêtement, comme on appelle, diriger le gouvernement. Les taxes, c'est et à mon avis, nous devons discuter de ce sujet-là d'une façon beaucoup plus sensible pour vraiment étudier l'impact. Quand on dit, on va tax eventual, comme on dit, ça c'est un sujet très sensible. En fait, c'est un sujet très sensible. Beaucoup plus profondément pour vraiment savoir comment les pays vont dépenser. Si par exemple, je demande aux pays africains de ne pas avoir des taxes et de ne pas avoir des commissions, alors quels revenus ils vont avoir? Comment ils vont dépenser sur le pays? C'est inacceptable à mon avis personnel. Alors ça, c'est un sujet très sensible, question de taxation, et je suis très contente que finalement l'Union européenne a ouvert ce sujet-là. Oui, en fait, c'est un sujet tout à fait sensible, c'est un sujet qui exige plus de sensibilisation, non seulement, ou plutôt spécialement au niveau des citoyens
et non seulement au niveau des multinationals et multinationales, ainsi de suite. J'ai une autre information concernant l'Égypte est fortement capable d'honorer ses engagements extérieurs selon le FMI. Votre commentaire très rapidement. Des extérieurs, c'est-à-dire avec les pays africains, avec les pays de la région, avec les pays européens, oui, on est capable. Parce qu'on a prouvé qu'on a des plans du développement économique très sophistiqués, très bien étudiés. On parle de la même langue du monde entier. Alors oui, on est capable de faire comme on appelle, une coopération avec non seulement les pays de la région, mais aussi les pays européens. Et quand on parle de l'Afrique, je voudrais mentionner très vite qu'on n'est pas seul en Afrique. Oui. Il y a la Chine, il y a Israël, il y a d'autres pays, les pays européens. On doit avoir la possibilité de rester ensemble et mettre les points sur les i, comme on dit. Très rapidement, on trouve, selon les déclarations faites à la presse nationale, une réussite du 4e round des négociations égypto-euro-asiatiques sur un accord de libre-échange. Votre remarque est très rapidement, dans presque 30 secondes. Sans avoir une monnaie acceptable qui puisse être utilisée dans le commerce international, ça peut stopper totalement le commerce international. C'est pour cela que j'ai dit les grandes compagnies multinationales ont besoin de développer les banques, la politique fiscale, la politique monétaire, le counter-trade, une longue liste de façons, les bourses, pour être capable de faire un développement d'échange. Parce qu'on ne va pas vendre et avoir en place une monnaie qu'on n'a pas besoin. Oui. Alors, libre-échange est très important sujet. C'est pour cela que l'Europe a ouvert avec la Chine et les pays. Dr Passan Fahmy, notre encyclopédie dans le domaine de l'économie égyptienne. Merci beaucoup pour de tels éclaircissements. Merci beaucoup pour de telles justifications en ce qui concerne ces nouveautés. Qui ont bien sûr touché la scène égyptienne durant les derniers jours et derniers mois même.